Bonjour à tous. Merci de votre intérêt pour ma présentation sur les principes solides et en particulier comment ils ont été utiles pour la création de Symfony qui est flexible, évolutif et robuste. Je m'appelle Vlad, je travaille à Webnet comme un architecte technique. Je suis certifié Symfony et récemment j'ai commencé à contribuer à la code de Symfony. Tout d'abord, je veux parler un petit peu de Symfony, de ses fonctionnalités, de son architecture générale. Ensuite, je vais vous présenter les principes solides. Et ensuite, on va traiter chaque principe séparément sur l'exemple de code de Symfony. Alors, Symfony, c'est à la fois un ensemble de composants découplés de PHP qui visent à implémenter leur tâche principale et c'est un framework full stack. Multi-but, voilà, générique. La tâche principale de chaque application Symfony est de convertir la réponse HTTP en la requête HTTP en réponse HTTP. Tous les requêtes arrivent dans un seul script, front controller, qui initialise le kernel. Le kernel définit le contrôleur qui est votre code, votre logique métier, qui fournit la réponse HTTP. Bien sûr qu'on n'aimait pas toute la logique de génération de la réponse dans le contrôleur. On sépare la logique métier dans le contrôleur et service. On sépare le logique d'accès aux données dans le modèle et nos templates dans la couche view, ce qui est connu sur le nom de MVC. Les composants de Symfony sont nombreux. Ils sont fortement découplés les uns des autres. Il y a quelques liens, 3, 4 entre eux fortes, mais vous pouvez utiliser les composants séparément et même ils sont utilisés comme les bases d'autres frameworks. Les composants principaux sont devant vous. Ensuite, la fonctionnalité supplémentaire et plus spécifique est regroupée en bundle. C'est une sorte de plugin dans autre système. Ces bundles vous fournissent les contrôleurs, les routes, les assets, toute la logique pour être utile. Le bundle le plus principal, c'est Framework Bundle, qui colle tous les composants de Symfony découplés en un framework full stack. Aussi bien, Symfony conseille, sans toutefois l'obliger, d'utiliser les bibliothèques tiers, comme Doctrine pour accéder à la base de données et Twig pour générer la réponse de vos templates. Vous ajoutez à tout ça votre code pour obtenir l'application complète. Les principes solides, ce sont des 5 principes importants pour le développement de code orienté objet qui vous aident à créer le code réutilisable, flexible, évolutif et compréhensible, ce qui est très important parfois, et éviter les choses désagréables telles que la fragilité des codes, la duplication des codes, la viscosité de votre code et la complexité de votre code qui n'est pas justifiée. Le premier principe, c'est le principe de responsabilité unique qui vous suggère que chaque module, classe, fonction doit être responsable d'une seule partie des fonctionnalités de votre application. Et cette responsabilité doit être entièrement encapsulée dans ce module-là. La responsabilité dans ce contexte est définie comme la raison de changer, la raison de modifier cette classe. Donc, il ne doit y avoir une seule raison de changer la classe. Par exemple, si nous avons un report service qui peut créer les rapports, filtrer, rechercher et exporter les rapports, bien que ces classes travaillent avec un seul entité rapport, les méthodes font des trucs complètement différents. Et en plus, ces méthodes utilisent les services complètement différents. Par exemple, pour la création, on a besoin de certains managers de rapports, un certain mailer. Pour la recherche et pour le filtrage, on utilise la connexion à la base de données. Et pour l'export à la fin, on utilise les librairies spécifiques comme PDF, CSV, Excel, etc. L'approche la plus judicieuse serait de séparer ce rapport service en 3 autres. Le manager service
le report manager qui va dépendre peut-être de la base de données, peut-être de service mailer, la repository qui sera lié avec Entity Manager seulement, et exporter qui sera lié avec les librairies spécifiques comme PDF, etc. Imaginons que nous voulons créer un site sur Symfony, un site de e-commerce avec les fonctionnalités que vous voyez. Par exemple, on a besoin de stocker les utilisateurs dans la base de données, permettre à ces utilisateurs de s'authentifier, ensuite permettre à ces utilisateurs de créer leurs commandes, et aussi bien, nous voulons qu'à la création de la commande, c'est une entité, automatiquement associer cette commande avec l'utilisateur actuellement authentifié. Pour cela, on va utiliser certains services que Symfony nous offre gentiment. Par exemple, les services, ce sont juste des objets utiles que vous utilisez pour fonctionnalité X, Y. Tous les services sont stockés dans leur service container, qui est en charge de créer, d'instancier ces objets de services pour vous à la demande. Les services qui dépendent d'autres services les reçoivent automatiquement dans leur constructeur, ce qui est connu comme l'injection de dépendance. Donc, on va utiliser Security Context qui garde le token. C'est l'information par rapport à l'utilisateur actuellement connecté. Aussi bien, Security Context peut gérer l'autorisation grâce à la méthode isGranted. Et cette autorisation, parfois, il a besoin de réauthentifier le token à l'aide d'Authentication Provider, ce qui a besoin de rafraîchir l'utilisateur. Et puisque nos utilisateurs sont stockés à la base de données, on a besoin de les récupérer depuis la base de données à l'aide d'Entity Manager. Entity Manager, comme vous le savez peut-être, gère toutes les entités qui sont stockées dans la base de données. Lorsqu'Entity Manager crée, modifie ou récupère les objets de la base de données, il distribue beaucoup d'événements. Et justement, par exemple, notre order listener va être actif lors des événements prepersist lorsque la commande est au point d'être injectée dans la base de données. Et notre listener, à ce moment-là, va associer cette commande qu'on va mettre à la base de données avec l'utilisateur actuellement connecté. Dans ce cas, le conteneur de service va instancier notre order listener pour l'injecter à Entity Manager. En même temps, order listener dépend de Security Context pour pouvoir récupérer l'utilisateur connecté. Et cette dépendance circulaire mettait le conteneur de service dans une impasse. Ce qui a été fait à un moment donné, plus précisément en version 2.6 de Symfony, c'est les développeurs ont scindé Security Context en deux services séparés. Authorization Checker, qui gère l'autorisation, et Token Storage, qui garde le token pour vous. Et cela a permis de réduire considérablement la chance de dépendance circulaire lorsque vous travaillez avec des services autorisation ou authentification. Donc, et voilà, à un moment donné, il vaut mieux de séparer les responsabilités entre vos classes judicieusement. La seconde principe ouvert-fermé préconise que vos entités, classes, modules, fonctions, restent ouvertes à l'extension et fermées à la modification. Cela veut dire que vous devez avoir le moyen d'étendre la fonctionnalité sans toutefois modifier la code source de ces entités. Et voilà. Il existe beaucoup de techniques pour rester en conformité avec ce principe. Abstraction, héritage, polymorphisme, injection de dépendance joue beaucoup, et beaucoup de patrons de conception visent à découpler des composants et les laisser ouverts à la modification. Il le rend plus réutilisable. Et Symfony, en tant que framework bien flexible, implémente beaucoup de patrons de conception. Comme j'ai déjà dit, toutes les requêtes arrivent dans un seul script qui est front controller.
ce fichier, ce script-là, instancie le kernel, instancie l'objet request et passe ce dernier objet dans la fonction handle de kernel. Cette fonction handle est définie dans la classe HTTP kernel de composant HTTP kernel de Symfony. Et cette fonction est extrêmement ouverte à l'extension grâce aux événements qu'elle distribue à chaque étape de ce convertissement de requête en réponse, grâce à dispatcher dont ils dépendent, pour que n'importe quel listener puisse écouter à un événement donné et influencer ce processus de traitement de requête. D'où vient ces listeners? Mais de n'importe où. En général, il vient de différents bundles que vous activez dans votre kernel sous le namespace app. Voici la fonction handle en détail. Au tout début, l'événement request est lancé. Et différents listeners peuvent ajouter l'information supplémentaire à l'objet requête, par exemple le langage d'utilisateur, la locale d'utilisateur, etc. Aussi bien, les listeners peuvent générer la réponse tout de suite pour arrêter la fonction handle et renvoyer cette réponse à l'utilisateur tout de suite, tout au début. Par exemple, certains listeners de sécurité peuvent avoir suffisamment d'informations pour soit bloquer l'accès, soit rediriger l'utilisateur vers le formulaire de la connexion. Il y a aussi bien un listener spécifique qui détermine le contrôleur à exécuter. Et ce listener est router listener, qui définit le contrôleur par rapport à la requête. Lorsque le contrôleur est défini, on doit le résoudre. Puisque le contrôleur, c'est votre classe, résoudre le contrôleur veut dire l'instancier cette classe. Tout de suite, l'événement contrôleur est lancé, qui vous permet de, par exemple, loguer quelque chose ou changer le contrôleur, si vous voulez. Ensuite, dès que le contrôleur est déterminé, il faut déterminer ses arguments. Les arguments, ça peut être objet request, ça peut être service de conteneur de service, ça peut être le paramètre de l'URL, si votre URL est paramétrisée. Tout de suite, la fonction handle lance controller arguments, événement, pour que n'importe quel service puisse ajouter, modifier les paramètres qu'on va passer à votre contrôleur. Ensuite, votre contrôleur est exécuté et la fonction handle regarde ce qui a été renvoyé par votre contrôleur. Si ce n'est pas la réponse, l'objet réponse, et c'est une tableau par exemple, la fonction handle donne la dernière chance de générer la réponse en lançant l'événement view. Parfois, il existe un listener spécifique qui cherche le template et le convertit en réponse. Et dès que vous avez la réponse, l'événement réponse est lancé, qui vous permet de modifier la réponse ou la supprimer. Par exemple, une petite barre de développeur est ajoutée à ce moment-là. Bon, soit à le moment à finish request, j'imagine. Ensuite, votre réponse est envoyée au client et l'événement terminate est lancé, par exemple, pour envoyer des emails, ce qui peut être lourd, soit libérer les ressources, si vous en occupez. À tout moment, l'exception ou l'erreur peut survenir et la fonction handle l'intercepte et jette un événement exception. Il y a un listener dans la Symfony qui le transmet en jolie page, voilà, avec un joli code, avec une trace d'erreur, un environnement de développement, par exemple. Ça se passe ici. Donc, le patron de conception Mediator et le patron de conception Observer vous permet de rendre la fonction extrêmement ouverte à l'extension. Et on n'a jamais besoin de la changer parce qu'à tout moment, vous pouvez influencer le processus. Ensuite, le principe de substitution de Liskov. Ce principe vous dit que n'importe quel objet peut être remplacé par l'objet de son sous-type, ce qui est le simple polymorphisme. Mais il y a une importante précision.
ce que votre programme doit rester correct. Et dans ce cas, on dit que ce principe promouvoit la hiérarchie plutôt sémantique, plutôt que purement syntaxique. Syntaxiquement, vous pouvez écrire le code bien, mais il ne va pas marcher. Ce principe est mieux décrit sur l'exemple de son violation, et on va voir cet exemple juste tout de suite. Heureusement, dans Symfony, cette erreur n'était pas commise, les erreurs de ce type. Donc après, je vais vous montrer comment les éviter en développant vos applications Symfony. Voici l'exemple classique. La géométrie et les professeurs à l'école nous disent que le carré est un rectangle ordinaire avec un petit truc en plus. Donc on va créer la classe rectangle avec largeur, longueur, et avec une méthode pour calculer sa surface. On va hériter la classe carré, et dans les setters de largeur et longueur, on va implémenter cette petite propriété que largeur égale à longueur. Et sans surprise, n'importe quel client qui atteint le rectangle va échouer lorsque vous passez la carré. Voyons pourquoi ça se produit. Ce principe suggère de penser aux conditions comportementales qui sont similaires à la programmation par contrat. Cela veut dire que les préconditions ne peuvent pas être renforcées dans les sous-classes, les post-conditions ne peuvent pas être affaiblies, et vous devez garder les invariants dans vos sous-classes. Voyons la méthode de setWidth de rectangle. Sa précondition est que votre largeur est supérieure à 0, la post-condition est que vous avez la nouvelle largeur, et invariant que votre height reste inchangé. Et maintenant, nous comprenons que cet invariant n'est pas respecté dans le sous-classe. Et c'est pour ça que les clients échouent quand vous passez la classe carré. Parce que vous avez ajouté un nouveau invariant de toute classe square. Retournons à Symfony. À Symfony, vous avez le service centralisé qui vous permet de gérer l'autorisation. Authorization Checker, qui vérifie les droits et les privilèges de vos utilisateurs connectés. Cette décision, autorisée ou pas, est basée sur trois choses. Le token, donc c'est l'information par rapport à l'utilisateur connecté, ses rôles, son username, son objet d'utilisateur. Il se base sur les attributs qui sont des droits et des privilèges à vérifier, comme role admin, add, edit, view, etc. Puis un objet optionnel qui accompagne l'attribut, par exemple edit, comment ou view, order, manage order, et voilà. Donc, voyons comment tout ça se passe dans le Symfony. Il y a un service, Authorization Checker, qui dépend de token storage pour pouvoir récupérer l'information par rapport à l'utilisateur connecté, et vous fournit une méthode isGranted. Et cette méthode délègue la décision à Access Decision Manager. Cet Access Decision Manager contient le tableau des voteurs. Il est très facile d'ajouter votre propre voteur dans ce tableau des voteurs, qui implémente une logique arbitraire d'autorisation. Cette fonction decide va appeler tous les voteurs à n'importe quel appel à cette fonction, et il va faire la décision finale en se basant sur ces décisions de vos voteurs. Il existe plusieurs stratégies pour prendre la décision, en fait en Symfony Affirmative, Anonymous, etc. Il y a une très importante post-condition à votre voteur, ce qu'il doit renvoyer toujours l'un de ces constantes. Ce n'est pas simplement true or false, comme on peut présumer,
Si vous le faites, vous pouvez compromettre votre couche de sécurité en fait. Si vous ajoutez par exemple un order voter qui est capable de prendre des décisions seulement pour l'objet de type order, commande, il doit renvoyer obligatoirement access abstain si l'autre type d'objet est passé. Et voilà, pensez toujours à post-condition de voteur quand vous l'implémentez. L'autre exemple, c'est Doctrine. Symfony ne fournit pas tout de suite un composant pour interagir avec la base de données, mais il fournit une intégration étroite avec Doctrine, qui est à la fois une couche d'abstraction des communications avec la base de données et une ERM, Object Relational Mapping. Voici l'exemple de mapping de deux objets à la base de données. La classe PHP article avec ID, auteur, date de création et texte qui est sauvegardé dans la table article, et la classe auteur avec ID, name et la liste d'articles qui est sauvegardée dans la table author. Donc Doctrine en tant qu'ERM, il sauvegarde automatiquement tout ce que vous changez côté PHP dans l'article, dans la table. Et quand vous le demandez de retourner un article avec ID 17, par exemple, il va extraire ces données, remplir une classe table et vous fournir cet objet prêt à manipuler. Lors de tout ce processus, Doctrine distribue beaucoup d'événements, comme pre-persist, post-persist, pre-update, post-update, etc. Donc, voici la classe article. Elle contient deux listeners qui remplissent automatiquement la date de la création et la date de la modification de cet article. Jusqu'à présent, tout va bien, parce que la précondition de ces méthodes est qu'ils sont lancés seulement avec les événements liés à l'article. Donc, l'entité, dans ce cas, sera toujours article. Imaginons maintenant que l'auteur peut se connecter en tant qu'utilisateur sur notre site et il peut créer ses articles. Dans ce cas, nous voulions remplir automatiquement les champs created by et updated by. Depuis la classe article, ce n'est pas possible parce que c'est juste un simple classe PHP sans accès au container, sans accès aux services, quoi qu'il en soit. Donc, on peut créer un listener séparé qui sera un sample service avec l'accès aux autres services, en particulier avec l'accès à token storage pour récupérer l'auteur actuellement connecté. Mais attention, la précondition pour ces méthodes est bien différente parce que ces méthodes sont lancées à n'importe quel pre-persist ou pre-update de toutes les entités. Donc, il faut explicitement vérifier le type de l'entité ici. Donc, pour résumer tout ça, il faut faire des hypothèses raisonnables par rapport aux préconditions. Il faut renvoyer dans vos sous-classes des résultats que vos clients attendent. Et aussi bien, il ne faut pas produire les effets secondaires que vos clients n'entendent pas. Par exemple, il ne faut pas jeter les exceptions si votre client ne l'attend pas, parce que ça va remonter jusqu'à vos utilisateurs, en fait. Ensuite, principe de ségrégation des interfaces préconise que de nombreuses interfaces spécifiques au client sont mieux que des interfaces juste comme interface, qu'une grande interface générale que vous pensez. Parce qu'aucun client ne doit dépendre des méthodes qu'il ne l'utilisait pas. Voici l'exemple de composant injection de dépendance de Symfony. Le conteneur de service est créé à partir de certaines configurations. Vous ajoutez la configuration en format YAML, XML, PHP, en particulier ID de service, fully qualified name de votre classe de service et de ses dépendances.
Cette information est combinée parce qu'elle provient de différents endroits, différents bundles. Elle est combinée, compilée dans un conteneur de service et le conteneur de service est prêt à être employé. Créer des services, récupération de services, tout ce que vous voulez. Du point de vue des clients des conteneurs, la principale tâche du conteneur est de renvoyer des services à la demande avec la méthode get ou de vérifier si le service est connu avec la méthode has. Cette fonctionnalité est tellement commune parmi les différentes implémentations des conteneurs de services que FIG a sorti une spécification PSR Container Interface et cette implémentation est conseillée à être implémentée par tous les conteneurs, pas seulement le conteneur de Symfony. Ensuite, les extensions comme les bundles ont besoin de configurer le conteneur. C'est pour ça qu'ils ont besoin de méthodes spécifiques comme set pour ajouter le service dans le contrôleur, vérifier si le conteneur est initialisé ou par exemple d'ajouter ou récupérer certains paramètres. C'est pour ça qu'il y a une interface séparée destinée à ces clients-là, aux extensions. Et à la fin des fins, la classe container implémente toutes ces interfaces et ajoute les méthodes spécifiques, comme par exemple compiler. Et cette méthode-là est utilisée par kernel de Symfony. Un autre exemple, ça c'est la configuration d'une seule route de votre application Symfony. C'est le nombre de routes, l'expression régulière pour le chemin. Entre les accolades, on définit les variables qui prennent n'importe quelle valeur dans les limites des contraintes. Et voilà, qui permet de vous identifier le contrôleur à exécuter. Toutes les routes de votre application sont stockées dans une seule classe, Route Collection. Et cette collection est utilisée pour deux tâches séparées. URL Matcher, qui va, pour le chemin donné, vous fournir les variables, vous trouvez la route, et ensuite, pour générer les liens dans votre application, il y a une génération d'URL qui vous permet, à la base du nombre de routes et des paramètres, de produire les liens. C'est peut-être les liens absolus, les liens relatifs, les URL complètes. Puisque ces deux tâches sont étroitement liées, bien qu'ils soient un peu opposés, et ils se basent sur la même collection Route Collection, il y a une seule classe dans Symfony, Router, qui gère tous ces deux tâches. Mais pour que le client de ce routeur ne dépend que des méthodes qu'ils utilisent, vraiment, il y a deux interfaces séparées. URL Matcher Interface, qui est utilisé principalement par le kernel de Symfony, pas kernel, mais par le Symfony, pour le but de routing, bien que votre code a forte chance d'utiliser URL Generator Interface et jamais il va utiliser URL Matcher Interface. Donc, ce principe reste facile si vous pensez toujours aux clients de vos classes, de ce qu'ils ont besoin. Et ensuite, le dernier principe, c'est le principe d'inversion de dépendance, ce qui est le moyen spécifique de découpler des packages de haut niveau des packages de bas niveau. Au lieu de simplement renverser cette dépendance, ce principe préconise d'introduire un autre package avec des abstractions seulement. Et tous les packages concrets vont en dépendre. Ils ne vont pas dépendre de l'un de l'autre, seulement de ces packages d'abstraction. Voici l'exemple. Imaginons que nous avons une classe kernel dans le module de haut niveau qui utilise le package utilitaire de bas niveau qui est monologue logger. Dans ce cas, notre kernel est étroitement lié à une classe concrète,
logger, ce qui fait très difficile de le changer par la suite. Il est facile de l'inverser cette dépendance en forçant logger de package de monologue de bas niveau d'implémenter l'interface de haut niveau, qui est logger interface de espace de nom framework. Mais cela n'est possible que si vous êtes développeur de deux packages. Si vous ne l'êtes pas, il existe un moyen en utilisant le patron de conception bridge de le réunifier quand même et de rendre kernel indépendant de logger. En particulier, vous introduisez la classe bridge entre les deux et cette bridge implémente logger interface de framework et il délègue toutes les requêtes à logger. Mais la solution la plus flexible que ce principe suggère et utilisé est d'introduire une couche d'abstraction. Le kernel l'utilise et le monologue logger l'implémente. Comme ça, il est très facile de changer le logger de kernel, ce qui a été fait en vraie vie. Il y a un package spécifique d'abstraction, PSR Logger Interface, et plusieurs composants de Symfony en dépendent pour pouvoir loguer leur message. Et l'un d'implémentation de ce couche d'abstraction est Monologue. Et il est très facile de changer les librairies de login dans Symfony grâce à cette approche-là. Partout dans Symfony, toutes les classes dépendent l'un de l'autre à l'aide des interfaces et d'injection de dépendances. Par exemple, le composant de formulaire ne dépend pas directement de validateur pour pouvoir valider la saisie de l'utilisateur et afficher des messages d'erreur. Il ne dépend pas de l'implémentation concrète des validateurs, il dépend plutôt des validateurs interface. Et ce qui permet facilement vous remplacer le validateur dans votre application Symfony qui implémente cette interface. Vous pouvez même écrire votre implémentation. Il n'y a pas de contraintes. Dans ce cas, Symfony Validator jouera un rôle de couche d'abstraction parce que de ce package, vous n'utiliserez que des abstractions. Et c'est tout. Merci de votre attention. Je suis ravi de répondre à vos questions. Pas de questions? Allez, lancez-vous, on ne mord pas. Pas de questions? Merci. Je suis un gros feignant. Du coup, je ne mets pas des interfaces partout parce que ça me fait des opérations plus et pour le refactoring, je n'ai pas envie de le faire pour rien. Et du coup, je le fais a posteriori quand j'ai besoin de tester ou autre. Et c'est quoi votre pratique là-dessus? Vous êtes interface tout le temps ou just in time? Non, en fait, il faut être toujours judicieux. Il ne faut pas faire des trucs que vous n'allez pas utiliser. Si vous pensez qu'il y a deux classes, une classe utilise l'autre, et si votre instinct vous dit que cette classe sera remplacée par l'autre classe, bien sûr, il vaut mieux d'introduire l'interface. Mais sinon, ça ne vaut pas le coup. Il faut être judicieux tout le temps. Ce n'est pas tout le temps l'interface.